Déjà bonjour au public et bonjour à vous, Monsieur Gravel. On vous remercie chaleureusement d'être venu et c'est la moindre des choses de vous demander si vous allez bien. Vous allez... Oui, je vais bien, merci. J'arrive de pas loin. J'ai pris mon café ce matin, puis je suis là. Voilà. Parfait. Donc, Monsieur Gravel, vous êtes réalisateur et scénariste. Vous avez réalisé et écrit le film À plein temps qu'on vient de visionner. Donc, vous êtes né à Verdun, au Canada. Comme on peut l'entendre à votre accent, vous êtes québécois. Donc, vous venez du Canada et vous êtes venu en France pour réaliser et écrire des films. Est-ce que vous faites encore des films d'ailleurs autres qu'en France, peut-être au Québec En fait, moi, je suis arrivé il y a 25 ans ici, et quand je suis arrivé ici, je ne faisais pas encore de films. Je faisais des courts-métrages au Québec, mais je ne faisais pas de longs-métrages. Donc, mes longs-métrages, j'ai commencé à les faire ici. Donc, en fait, malgré mon accent, je suis un cinéaste français. Très bien. Alors, vous avez donc réalisé des courts-métrages au Québec et en France, notamment un court-métrage qui s'appelle « Ce n'était qu'un rêve ». Puis après, vous avez réalisé des longs-métrages comme Crash Test Aglaé, avec des acteurs assez connus comme India Air, Julie Depardieu ou Yolande Moreau. Puis après, vous êtes revenu en 2021 avec À plein temps, avec Laure Calamy, qui vous a valu 2 Césars et deux prix Mostra de Venise, meilleur réalisateur et meilleure actrice. Donc on va passer aux questions pour vous connaître un peu plus sur le film et sur vous-même aussi. Donc Thomas, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Alors ma première question, c'est votre deuxième film, et il a remporté de nombreux prix. Alors l'une des questions, ce sera surtout des questions pour présenter un peu à tout le monde comment ça marche pour créer un film. Ma première question, c'est donc comment ça naît ce projet? Comment est-ce que l'idée de créer un film, elle débute à l'origine en fait? En fait, c'est une première question assez compliquée parce que la naissance d'un projet, la naissance d'une idée, comme je suis scénariste aussi, évidemment, quand un réalisateur n'est que réalisateur, on va dire réalisateur de commande ou même des réalisateurs auteurs, vont se faire proposer des scénarios. Donc, évidemment, c'est le coup de cœur d'une histoire, d'un sujet qui nous plaît. À partir du moment où on est également scénariste de ses propres histoires, c'est un peu plus mystérieux, je dirais. En tout cas, pour moi, la réponse n'est pas très nette. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je commence un nouveau projet, ça naît graduellement de sujets, d'idées. Des fois, c'est une toute petite idée, en fait, ça naît d'une étincelle, et cette étincelle, on se dit, ouais, peut-être que ça pourrait être une histoire à raconter ou un début d'histoire. Et puis, à un moment donné, ça devient une envie. Donc, l'envie est ce qui fait, je dirais, ce qui porte le fait de vouloir raconter une histoire, de s'impliquer. Parce que quand on commence à écrire un film, on sait qu'on va y passer au bas mot 4 ans. Entre le moment où on commence à l'écrire et le moment où le film sort en salle, oui, 4 ans. Et donc, on a besoin d'aimer l'histoire qu'on va raconter, sinon on peut se lasser et se dire, mais pourquoi je fais ça? Et à partir du moment où on se lance, c'est plus la question à se poser. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, à plein temps, c'est né de, c'est ça, l'étincelle, c'était que moi, j'allais beaucoup travailler à Paris à l'époque. Je faisais des allers-retours et je me rendais compte que beaucoup de gens faisaient la même chose que moi. Moi, je le faisais de temps en temps, mais des gens le faisaient à tous les jours et je revoyais toujours les mêmes visages. Je me disais que ça doit être quand même... Moi je le faisais pas tout le temps. J'imagine que vous avez des parents peut-être dans la salle. Il y a certaines personnes dans la salle dont les parents font ça, vont par 2 sens, vont à Paris travailler à tous les jours. Et puis, je me suis dit, mais ça demande un équilibre, c'est quand même pas simple. Et je suis parti de cette étincelle, mais ça suffit pas à faire un film. Et donc, à partir de là, on s'interroge. C'est qui serait mon personnage? Qu'est-ce que je veux raconter? Comment je veux le traiter? Et puis, tranquillement, c'est un peu comme un oignon qu'on crée. En fait, c'est les plures d'oignons, mais on les rajoute, quoi. Puis on rajoute, et à un moment donné, on se dit, ouais, je tiens l'histoire qui va faire que je pense que j'ai quelque chose à raconter. D'accord. Donc, Julie Leroy, la personnage principale du film, a ce caractère assez trempé dû à son stress. Je voulais savoir comment vous écrivez ce personnage et si vous avez écrit le scénario totalement tout seul, les dialogues, le script, tout ça. Oui, c'est de plus en plus rare
les scénaristes, je dis ça, je l'ai constaté, là, puis j'ai parlé avec d'autres scénaristes. Beaucoup de scénaristes maintenant travaillent en duo, en trio. En tout cas, les scénarios s'écrivent de plus en plus en équipe. Moi, je travaille seul, peut-être parce que les projets sont très personnels, qui viennent de moi, mais en tout cas, j'ai travaillé le personnage seul. Par contre, j'ai des lecteurs. Mes producteurs sont mes premiers lecteurs. C'est les gens qui me lisent, et c'est important. Quand on est scénariste, une des premières choses à savoir, c'est à accepter la critique, en fait. Parce que c'est constamment ça qu'on reçoit en écriture. On présente un scénario, on nous dit ça va pas, il faut entendre. Des fois, on n'est pas d'accord, des fois, on est d'accord. Des fois, on est d'accord, mais beaucoup plus tard, sur quelque chose avec lequel on n'était pas d'accord. Et donc, mes producteurs sont mes premiers lecteurs. Donc, eux lisent ce que je fais, parfois font des propositions, mais généralement me disent « Écoute, il y a quelque chose qui ne va pas là, et c'est à moi de le trouver. » Donc, c'est comme ça que se fait graduellement. Par exemple, sur le personnage de Julie, à l'écrit, sur le scénario, évidemment, quand on a un scénario, c'est pas encore tout à fait ce qu'il y a à l'écran. Le personnage était assez dur, et on se disait, ben, quand on est arrivé au casting, les gens me disaient, ouais, mais est-ce qu'on va être pris d'empathie pour elle? Et je disais, moi, je pense que oui, mais effectivement, à partir du moment où on a choisi Laure Calamy pour jouer le rôle, les gens se sont dit, ouais, on peut pas ne pas aimer Laure Calamy, elle joue dans 10%, fait des trucs sympas. Moi, je l'avais vu plutôt dans ses rôles dramatiques, donc je sentais qu'elle pouvait porter un rôle dramatique, mais j'avais envie d'un personnage où on se dit, ouais, cette fille-là, normalement, elle va bien, elle a l'air de sympa. Et donc, ça va aider à faire passer le côté un peu plus dur du personnage. Fait que c'est un équilibre entre le personnage qu'on crée et qui va l'incarner. Ok, merci. Ensuite, donc dans vos films, qui ne sont pas des films à très grand budget, vous avez quand même réussi à avoir plusieurs acteurs assez importants, assez connus, Laure Calamy, India Air. Et donc, est-ce que vous avez eu des difficultés pour les financer malgré le budget que vous aviez du coup? Oui, mes deux films ont été en sous-financement, c'est-à-dire que je ne rentrerai pas dans les détails trop techniques, mais c'est des films qui avaient besoin d'un certain montant, et mes producteurs, eux, font un plan de financement en disant pardon, on va aller chercher de l'argent là, là et là. Et en fait, sur mon premier film, Crash Test Aglaé, on a eu beaucoup d'institutions, donc le CNC, des régions, des financements plutôt gouvernementales ou institutionnels, et pas beaucoup de privés, c'est-à-dire les télés, les choses. Et donc les télés, nous, sur Crash Test Aglaé, on les a eus après. C'est-à-dire Canal+ a acheté le film quand il était fini. Ça veut dire qu'il ne l'a pas financé au moment de le faire. Donc, ça veut dire qu'on est en sous-financement. On fallait faire un film en manquant d'argent. Et il nous est arrivé la même chose sur À plein temps, mais c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu France 2, on a eu Canal+, mais on n'a pas eu le CNC avec l'avance sur recette, qui est un montant très important qu'on avait besoin, et on n'a pas eu la région Île-de-France, où le film se passe beaucoup. Et ça nous a mis aussi en sous-financement, mais on a quand même réussi à faire le film. Mais dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille ce qu'on appelle en annexe 3. C'est-à-dire que tout le monde est un peu moins payé pour faire le film, tous les techniciens. C'est-à-dire que plus la personne a un salaire élevé, plus on va lui couper son salaire. Et plus la personne a un petit salaire, moins on lui coupe. Et au final, la partie qui est coupée, si le film fait des profits, ils sont remboursés et ils ont une participation, ils peuvent même gagner plus. Mais il faut pour ça que le film fasse quand même un bon succès. Donc oui, les deux films étaient en sous-financement, mais voilà, c'est comme ça, on arrive quand même à aller. Et sur le tournage, donc on prend toute l'équipe technique, les cadreurs, les preneurs de son, les perchemans, toutes les personnes qui ont travaillé sur le film. Est-ce que vous les avez choisis ou vous avez déjà pris des personnes qui étaient déjà sur d'anciens tournages, comme John Waters? Je pense le faire beaucoup pour mon prochain film, c'est-à-dire que le prochain que je prépare, ça va être, j'espère, à peu près la même équipe que sur À plein temps. C'était des gens avec qui je me suis très bien entendu, mais entre le premier et le deuxième, il y a eu beaucoup de changements. Mais effectivement, quand on a des gens avec qui on s'entend bien, c'est beaucoup de travail de collaboration. Donc, à partir du moment où on crée une complicité avec nos techniciens, on a envie de les retrouver. Moi, je choisis mes chefs de poste. Et mes chefs de poste, par exemple, mon directeur photo, Victor Séguin, ben, moi, quand je choisis Victor,
On se met à travailler ensemble et c'est lui qui choisit son équipe, c'est-à-dire qu'il choisit généralement son machiniste, il choisit ses éclairagistes, il choisit son équipe à lui et moi, j'ai confiance en lui qui arrive avec les bonnes personnes. Donc, moi, j'ai mes chefs de poste et eux choisissent. Même chose avec ma monteuse. Ma monteuse choisit ses assistants monteurs. Mon directeur artistique choisit son équipe artistique. C'est comme ça. Donc, moi, je ne choisis pas tout le monde, mais je choisis les principaux. D'accord, très bien. Par rapport au casting, comment vous faites pour trouver les gens? Vous postez où les affiches pour dire que vous faites un casting pour votre film? En fait, les rôles principaux, il n'y a pas d'affiche. On va choisir les acteurs, on appelle les agents. Et pour tout ce qui est rôle secondaire, c'est la directrice de casting qui fait ça. Et je ne saurais pas te dire tout ça. Je sais que, généralement, elle fait le tour des agences de casting. Par exemple, pour tous les rôles adultes, c'est particulier. Les rôles adultes, elle va passer par les agences. Elle connaît déjà, elle, son métier de directrice de casting, c'est de connaître les acteurs, de connaître les nouveaux acteurs qui arrivent sur la scène. Donc, elle va aller voir les pièces de théâtre, elle va aller voir les nouvelles têtes, elle va les suivre. Et donc, elle va avoir graduellement savoir qui sont les gens, les acteurs qui sont en train d'émerger. Et puis, à un moment donné, certains ont émergé à une époque, n'ont pas fait une grande carrière, mais ont continué à travailler toute leur vie. Ils sont des acteurs qui sont connus. Moi, dans le film, il y a des actrices qui sont excellentes, qui gagnent leur vie, qui sont actrices. Elles ne sont pas connues, mais tu les vois dans plein de films parce qu'elles décrochent des rôles tout le temps. Et moi, en fait, je les rencontre uniquement quand la directrice de casting me les propose. Elle me dit, voilà, j'ai ce rôle-là, voici les propositions que j'ai. Je te montre 6-7 acteurs. Et puis, quand il y en a 6-7, des fois, moi, je vais dire, ouais, j'aimerais bien voir ces deux-là. Et puis, je revois les deux acteurs qui ont fait leur bande démo ou qui ont été vus une première fois. Et puis, je choisis comme ça. C'est un gros travail. Pour revenir donc aux acteurs, quand vous avez écrit donc, le personnage de Julie, par exemple, est-ce que vous aviez pensé tout de suite à Laure Calamy ou vous aviez d'autres acteurs peut-être aussi en tête? J'essaie de ne pas trop penser à des acteurs au moment de l'écriture parce que les choses peuvent changer. Mais par exemple, sur À plein temps, le personnage était, dans les premières versions de scénario, était plus jeune. C'était plus une fille de 30 ans. Donc, à partir du moment où les choses, on veut les faire évoluer, où on change d'idée, si on n'a pas un acteur en tête, ça nous permet plus facilement, comme scénariste, de dire non, ça serait mieux si je changeais certaines caractéristiques du personnage. Par exemple, quand elle a l'entrevue avec l'interview avec la Madame Delacroix. Madame Delacroix est une jeune, alors qu'avant, c'était comme Julie était plus jeune, elle rencontrait une Madame Delacroix plus âgée. Mais c'était beaucoup plus intéressant finalement d'avoir ce renversement où elle passe une interview avec une femme plus jeune qu'elle. Et ça, je trouvais ça plus intéressant. Mais ça permettait de le changer. Après, l'avantage de penser à un acteur, évidemment, le désavantage, c'est qu'il peut nous dire non. Et puis là, on doit reprendre tout à partir de zéro. L'avantage d'avoir un acteur en tête, c'est qu'on écrit en le voyant, l'acteur. Donc, des fois, ça aide à l'inspiration. J'essaie de ne pas trop le faire. Voilà. Dans le film, donc, on voit bien la gare de Pont-sur-Yonne. Donc, vous avez tourné ici, dans Lyon. D'ailleurs, là où habite Julie, c'est à Colmiers, si je ne me trompe pas. Pourquoi avoir filmé ici particulièrement? Premièrement, parce que j'habite la région. Donc, le film quand je l'écrivais, je pensais à la région. Et ensuite, on fait des demandes de subventions. On fait des demandes dans les régions. Et on a eu la région Bourgogne. Donc, ça veut dire qu'il faut tourner en partie dans la région. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie des décors qui doivent être trouvés ici. Donc, dans tous les cas, c'était naturel. C'est-à-dire que moi, j'habite ici, puis en plus, on reçoit une subvention d'ici. Pour mon prochain film, on vient d'avoir la région Bourgogne à nouveau, donc on sait qu'on va tourner dans la région. Fait qu'à partir du moment où on sait ça, on se met à chercher des décors. C'est vrai que j'avais pas en tête nécessairement la gare de Pont-sur-Yonne, mais quand on commence à faire les repérages, à chercher les décors, moi je sais que celle-là, je l'aime bien. Donc, je trouvais qu'elle était cinématographique, donc je dis, écoute, on va aller la visiter, puis c'est comme ça qu'on choisit nos décors. La maison à Colmiers, c'était une repéreuse qui, elle, faisait le tour du coin et qui cherchait des maisons dans différents villages. Et finalement, on l'a trouvé par hasard à Colmiers. On allait voir une autre maison pour un autre personnage.
Et on a vu la maison en haut de la côte et on s'est dit, ah, de l'air bien, on a été frappé à la porte et on a demandé à la personne si elle était intéressée à ce qu'on fasse un tournage chez elle, tout simplement.